Merci de vous informer avec Trends Canal Z. Tout de suite, retrouvez Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes aujourd'hui le 1er avril. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Léo Rocher et animé par Anne Marchand. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, à la une de votre podcast, les syndicats socialistes et chrétiens ont bloqué City 2 ce lundi pour clamer leurs revendications. On veut donner un signal fort au gouvernement fédéral et dire clairement que les travailleurs et les travailleuses du commerce ne seront pas les esclaves du XXIe siècle. Plusieurs entreprises européennes ont reçu une lettre de l'ambassade américaine pour arrêter toute discrimination positive. Une requête qui n'est pas passée. Ça ne va pas être évident quand même pour toute une série d'entreprises en Europe de commencer à changer leur politique sous injonction d'une directive qui viendrait d'une maison mère américaine. Restez à l'écoute de Z sur 7 pour vos analyses quotidiennes. Z sur 7, à la une. Une petite centaine de militants se sont rendus à City 2 pour bloquer le magasin Action pour la journée. Fabienne Meulemans, syndicat socialiste 7K, explique le déroulement de cette journée. J'ai dit que sans surprise, on venait mettre une action devant le magasin Action. Donc je lui ai demandé de faire sortir les derniers clients et après nous abaisserons le volet, le magasin sera fermé. Le résultat est immédiat, les employés et les clients suivent le mouvement. Une cliente a même enfilé un gilet syndical sous les applaudissements, mais l'action syndicale ne plaît pas à tous. De son côté, le gouvernement a tenté de casser la grève. Jan Jambon, ministre des Finances et des Pensions, a réagi par une vidéo sur Instagram. Si nous ne faisons rien, le coût des pensions augmentera de 14 milliards d'euros au cours des 5 prochaines années et deviendra insoutenable. Pietro Tosi, syndicat chrétien CNE, en réponse à ces propos. Et ça, c'est du mensonge. C'est ce qu'il fait, c'est d'assainir les finances publiques pour sauvegarder les profits du privé. Aujourd'hui, 3 milliards d'euros sortent chaque année de ces secteurs en termes de dividendes. Nous, on veut que cette pognon puisse être partagée. Les syndicats s'opposent aux mesures d'austérité du gouvernement Arizona, comme l'ouverture le dimanche, les heures tardives sans augmentation des salaires, l'augmentation des contrats précaires. Et on veut donner un signal fort au gouvernement fédéral et dire clairement que les travailleurs et les travailleuses du commerce ne seront pas les esclaves du XXIe siècle. L'appel des syndicats à fermer entièrement le centre commercial n'a pas respecté le plan initial et s'est étendu à certains commerces de la rue Neuve et de la Galerie. Z sur 7, à la une. Vendredi, des dizaines d'entreprises françaises ont reçu une lettre de l'ambassade américaine leur demandant de renoncer à toute forme de politique de diversité, ce qui va à l'encontre des stratégies RH. Olivier Van Outrive, principal senior chez Robert Walter, défend ces politiques en place depuis des années. Beaucoup d'entreprises appliquent des politiques de diversité et d'inclusion dans leur recherche de nouveaux candidats. Et effectivement, beaucoup de jeunes accordent beaucoup d'importance à ces politiques de diversité. C'est un élément de différenciation pour beaucoup d'entreprises dans leur politique de recrutement. Cette lettre a également été envoyée en Italie, en Espagne, en Belgique et dans plusieurs pays de l'Est de l'Union. Beaucoup estiment que son contenu va à l'encontre des valeurs européennes. Il y a aussi une directive européenne qui est sortie il y a quelques années pour valoriser cette politique de recrutement qui inclut effectivement la diversité, l'inclusion, l'égalité entre les différentes personnes. C'est souvent perçu aussi comme un levier de performance pour essayer d'attirer les meilleures compétences sur le marché. Ces politiques font aujourd'hui intégralement part des politiques des ressources humaines. En principe, il y reste 2 jours aux entreprises européennes pour se conformer à l'injonction américaine. Olivier Van Outrive avec le mot de la fin. Ça ne va pas être évident quand même pour toute une série d'entreprises en Europe de commencer à changer leur politique sous injonction d'une directive qui viendrait d'une maison mère américaine. Z sur 7, à la une. À partir d'aujourd'hui, les malades de longue durée auront accès au fonds Retour au travail.
En application depuis 1 an, ce fonds a été réservé aux personnes licenciées pour cause médicale de force majeure et inaptes au travail depuis moins d'1 an. Anne Catelin, CEO de Federgon, la Fédération de services RH, réagit à cette nouvelle. On trouve que c'est une très bonne décision parce qu'on veut vraiment s'inscrire dans les finalités du gouvernement fédéral, c'est-à-dire mettre plus de gens au travail. Et le groupe des malades de longue durée est un groupe très important et on veut vraiment travailler avec les prestataires RH privés. On veut vraiment apporter notre soutien et travailler avec ces malades de longue durée pour les accompagner d'une manière positive et d'une manière qualitative. Plus de 500 000 malades de longue durée sont recensés en Belgique. Les chômeurs en incapacité de travail seront également éligibles à ce fonds. Mais pour Anne Catelin, cette masse de candidats supplémentaires non financés ne devrait pas poser de problème. Tous les employeurs qui licencient dans un cas de force majeure médicale doivent payer 1 800 € et donc tous ces 1 800 € vont se mettre dans le fonds. Pour le financement, ça ne va pas changer grand-chose parce qu'il y a déjà une somme considérable dans ce fonds. Cette somme permettra de financer un accompagnement pour retrouver du travail. De son côté, Federgon est confiant quant à sa capacité à répondre à la demande. Nous avons un potentiel de 50 000 accompagnements par an. Donc on a un peu regardé parmi nos membres qui sont aussi agréés pour travailler avec ce fonds. Et donc il y a un potentiel de 50 000 accompagnements par an. Et ça peut grandir au moment qu'il y en a un besoin. Une application a également été lancée avec pour objectif de rendre plus accessible l'accompagnement pour les personnes malades. Anne Catelin pour terminer. Federgon a développé aussi ensemble avec Moniz une plateforme qui s'appelle guideme.be et sur GuideMe, chaque personne, mais aussi chaque entreprise peut trouver l'accompagnateur idéal. Donc il peut choisir selon la région, selon la discipline, etc. Fin 2024, ce fonds doté de plus de 4,5 millions d'euros avait seulement attiré 20 candidats. Cela devrait changer puisqu'aujourd'hui, employeurs, médecins et mutuelles seront tous sanctionnés au même titre que le travailleur qui n'entame pas de parcours de retour au travail. Z sur 7, la tech au quotidien. Notre collègue Christophe Charlot de Trends Canal Z épingle une idée technologique qui boostera votre productivité. Ces derniers jours, les utilisateurs de WhatsApp ont vu apparaître sur leur smartphone un petit rond bleu en surimpression de la liste des conversations dans la messagerie. Ce détail graphique marque l'arrivée discrète d'une intelligence artificielle. On en parle aujourd'hui avec Christophe Charlot, spécialiste dans le numérique. Alors pour commencer, en quoi consiste ce rond bleu qui est apparu sur WhatsApp ? Eh bien, c'est le signe que l'intelligence artificielle de Meta, la maison mère de Facebook, qui est aussi propriétaire de WhatsApp, eh bien, est disponible dans l'application de messagerie WhatsApp. Depuis quelques jours, voire quelques semaines, les utilisateurs belges et européens commencent à voir apparaître effectivement ce bouton qui ouvre une conversation avec Meta AI. C'est une IA qui est similaire à ChatGPT, qui peut générer du texte, répondre à vos questions, vous donner des conseils, et puis qui bientôt, c'est pas encore le cas, mais qui bientôt pourra certainement créer des images, comme le font ChatGPT, Grok et bien d'autres. Donc c'est quelque part le début d'une nouvelle ère, entre guillemets, puisque c'est le premier chatbot qui est intégré dans WhatsApp. Pourquoi Meta intègre-t-elle directement son IA dans WhatsApp et n'en fait pas, comme ChatGPT, une application dédiée ? C'est une stratégie très calculée, c'est évident. Meta peut directement s'appuyer sur une communauté et pas des moindres, puisque WhatsApp, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs, dont 80% qui sont actifs quasi quotidiennement. Et puis, en utilisant directement cette application, Meta veut rendre l'usage aussi simple et naturel que possible. Pas besoin d'installer une application qui est dédiée, l'IA est là, elle est dans un environnement que vous utilisez, que vous connaissez tous les jours, donc le potentiel est énorme. En rendant en plus l'IA gratuite et très accessible, Meta encourage l'usage, capte aussi des données, des interactions qui permettent d'entraîner son modèle, et puis de rattraper peut-être son petit retard là face à OpenAI et son célèbre ChatGPT. Et donc concrètement, à quoi ça sert aujourd'hui et où ça nous mène ? Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle de Meta vous aide à générer du contenu, donc vous pouvez poser des questions, obtenir des suggestions, générer des textes,
mais elle ne peut pas encore s'intégrer dans votre discussion avec vos contacts ou encore exécuter des actions comme passer un appel ou planifier un rendez-vous. Donc pour l'instant, c'est une IA qui répond aux questions, et c'est déjà pas mal, parce qu'elle le fait plutôt bien. Mais évidemment, il y a fort à parier que c'est un début pour Facebook et sa maison mère Meta. Meta qui vise plus que probablement à transformer cette intelligence artificielle en véritable assistant numérique personnel, un modèle qui serait capable d'agir pour vous, de se positionner comme un vrai assistant à tout faire, régler votre agenda, déplacer vos rendez-vous, réserver vos restaurants. C'est un petit peu le fantasme d'une assistante virtuelle dans la poche, dont pas mal de géants de la tech rêvent, parce que potentiellement ça crée énormément de valeur pour les utilisateurs. Alors on n'y est pas encore, mais ce qui est clair, c'est que la course est lancée. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Pour terminer cet épisode, Vincent Juvains vient donner son avis sur ces potentielles taxes douanières américaines. Les marchés vont mal depuis début mars, à l'image des marchés asiatiques. Depuis le début du mois de mars, c'est clair que c'est la chute des bourses, et ce notamment en Asie. On voyait Tokyo moins 4% ce matin, la Corée du Sud lourdement affectée, l'Europe aujourd'hui, c'est clairement le commerce qui est le point d'inquiétude principal. Et cette perspective du Liberation Day qui aura lieu donc le 2 avril, où Donald Trump doit recevoir de son administration un rapport qui mettra un petit peu en exergue quelque part les écarts, en tout cas qu'il y a dans les relations commerciales entre les États-Unis et ses principaux partenaires commerciaux. Alors on a eu évidemment pas mal d'annonces sur le plan des droits de douane depuis le début de l'année, un peu tout azimut. On a bien senti que c'était des techniques de négociation puisque certains États ont pu finalement trouver en tout cas des solutions pour apaiser la situation. Mais là, c'est vrai qu'on parle potentiellement de 25% sur tout ce qui est automobile. On parle également de tarifs réciproques, c'est-à-dire que de mettre les tarifs américains au même niveau que les tarifs pour les mêmes biens qui sont importés chez les partenaires commerciaux. Et évidemment, ça inquiète dans plus d'une capitale, et notamment dans les capitales européennes, puisque l'Europe est relativement évidemment exposée aux États-Unis. L'Europe est sensible aux douanes appliquées par l'administration Trump, puisqu'elle représente une perte allant jusqu'à 0,5% du PIB. Alors, il faut savoir que l'Europe, au contraire des États-Unis, est une économie ce qu'on appelle ouverte, c'est-à-dire qu'elle dépend assez fort des exportations pour sa croissance économique. Lorsqu'on regarde au niveau des entreprises, pardon, il y a un quart du chiffre d'affaires des entreprises européennes qui est généré aux États-Unis principalement. Donc, c'est énorme. Les entreprises américaines ne peuvent pas en dire autant. Les entreprises du S&P 500 sont essentiellement tournées vers le marché américain et il y a une faible proportion des résultats qui sont générés à l'étranger. Donc, une dépendance des exportations, évidemment, dans les résultats des entreprises, et c'est pas pour rien aujourd'hui que les bourses européennes voient rouge. Et puis, il faut dire que cette dépendance, elle s'illustre notamment dans un excédent commercial que nous avons toujours via les États-Unis. Ça avait déjà, finalement, posé problème lors du précédent mandat de Donald Trump, mais force est de constater que cet excédent commercial, il a continué à croître depuis lors. Il atteint aujourd'hui à peu près 200 milliards de dollars. C'est beaucoup plus que ce qu'il y avait à l'époque. Et les automobiles représentent le poids lourd dans cet excédent commercial, puisque les exportations automobiles vers les États-Unis, c'est à peu près 67 milliards en 2024, dont la moitié en provenance d'Allemagne. Un secteur automobile à risque qui a une certaine importance dans l'économie européenne. Ce qu'on oublie souvent, c'est que l'on regarde, et on l'a bien vu avec Audi à Bruxelles notamment, c'est qu'il y a pas mal de secteurs en amont et en aval qui dépendent de ce secteur automobile. Un écosystème économique qui est assez important. Il faut savoir notamment que le secteur automobile est un secteur de pointe en Europe qui investit notamment beaucoup en recherche et développement. Il compte à lui seul pour 1/3 de tous les investissements en recherche et développement qui sont consentis en Europe. Mais de manière plus concrète, c'est 7% du PIB de l'Union européenne et c'est 6 millions d'emplois. Or, on l'a vu ces dernières semaines, à Bruxelles notamment, mais également en Allemagne, on a évidemment pas mal de pertes d'emplois. Donc, il y a un effet, je dirais, domino et contagion qui se répand dans l'économie européenne et on voit que les perspectives sur l'emploi se dégradent, notamment en raison du malaise qui prévaut dans le secteur automobile. Il faudra regarder de près l'inflation aux États-Unis et en Europe. Les consommateurs estiment que l'inflation restera élevée ou augmentera dans les 12 prochains mois. Les belles performances des marchés européens pourraient reprendre, mais pour le moment, la volatilité plane au-dessus des marchés. C'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez regarder les Z-News de ce soir. Et Anne, à quoi peut-on s'attendre dans le podcast de demain ? Demain, Peter de Keyser expliquera l'état de la défense en Europe et les raisons pour lesquelles la volonté est au moins aussi importante que les dépenses militaires.